La parole est à Hervé. Je tenais une fois de plus à le remercier d'avoir accepté cet exercice. Oh, attendez, ça sera pour après, si tout va bien. Oui, je suis absolument ravi de parler avec vous de ce qu'est un fait divers. Alors, il y aura une sorte de tendance qui consisterait à faire un vaste survol de la question, et ça apparaît comment, et après ça devient quoi, et tout ça. Et je propose de faire une enquête ensemble sur ce qui a été peut-être la figure marquante, le démarrage du fait divers en France. Est-ce que vous connaissez l'homme qui est là? Vous connaissez, madame. Donc on va se... Et les autres? Tu connais? Ah, merde! Oui, ça démarre fort, hein. C'est l'enquête. Tropman, Jean-Baptiste, de son prénom. Une sorte de figure maîtresse du fait divers. Énorme coup en France lorsqu'un homme donne un coup de pelle à Pantin et tombe sur un crâne. Il y en a 5 autres. Et au début, on pense qu'il y a 6 victimes. C'est le tueur. En quelque sorte, le premier serial killer français. L'expression n'existe pas encore, mais Tropman, c'est un jeune homme qui est très avide, très cupide. Il a envie de gagner de l'argent au plus vite. Et il tombe sur quelqu'un qui a aussi une sorte d'amour de l'argent, mais enfin, parce que lui, il voudrait se retirer, passer une vie tranquille. Et cet homme, c'est le père... Ah non, je m'évertue alors que j'ai une magnifique... C'est lui. C'est le père de famille, c'est la famille Quinque. Là, on voit que 3 enfants. Et en fait, ils sont 8 en tout, toute la famille. Ils vont tous être assassinés par Tropman. Et le premier crâne, c'est le garçon le plus grand. Et donc, qui est Monsieur Quinque? Monsieur Quinque est un petit commerçant du textile qui vit en Alsace, et il a croisé, l'histoire est un peu compliquée, je vous la résume, le Jean-Baptiste Tropman qui lui a fait miroiter qu'ils allaient gagner ensemble un argent pas possible. Tropman, lui, est dans une famille qui construit des matériels, des sortes de petites machines-outils. Et bref, ils sont censés se connaître, se rencontrer, le textile, les machines, Tropman, Quinque, ça devrait le faire. En fait, Tropman ne cherche qu'une chose, c'est soutirer l'argent de la famille Quinque. Et donc, il fait miroiter qu'on va retrouver chacun un bénéfice considérable dans les affaires qu'on va réaliser ensemble. Le problème, c'est que ça va tourner très mal et qu'on va très vite découvrir les corps, ceux-là. Et Tropman les a assassinés de manière totalement sordide, à coups de pelle, en les étranglant, en les découpant en morceaux. C'est une horreur absolue. Et la presse va rendre compte du moindre détail sordide. C'est une horreur dans la lecture. C'est incroyable. C'est pour ça que nous allons mener l'enquête ensemble, pour lire ensemble cette presse et voir de quoi nous parlons.
Alors, les dessins que vous avez vus sont tirés de photos. Ça, c'est les gravures. Voilà, Troppmann qui essaie d'assassiner Madame Quinck après avoir fait déjà 2 victimes. On s'évertue à représenter par tous les moyens l'assassin en action. Ce n'est pas sans rappeler quelques dessins qu'on verra beaucoup plus tard dans Détective, avec un illustrateur italien qui s'appelait Di Marco, pour ceux qui connaissent. Là, c'est le temps de l'exécution de Troppmann, l'homme à la tête baissée. Bien sûr, le clergé est là pour l'accompagner vers la lame qui va lui trancher le cou. Et donc, vous venez de voir en réduction, on va dire 2 à 3 mois, d'une affaire qui a tenu toute la France en haleine. Toute la France. Chaque Français commençait à découvrir un peu cette presse. Nous sommes en 1869, au mois d'octobre. Et donc, le bouche à oreille fonctionne. On se raconte cette histoire. Alors, on va voir précisément comment on la raconte. Celui qui la raconte en pointe, c'est cette publication, Le Petit Journal. Le Petit Journal est apparu 6 ans avant, en 1863. Son propriétaire s'appelle Millot. Et cet homme a eu la vision, le sentiment que la presse d'information générale devait maintenant découler de ce que fut un premier temps de presse, nous en parlions au repas avec des amis, qui était d'abord une presse de débat politique, artistique, le journal des débats. Là, nous passons dans une autre dimension, comme on dit aujourd'hui, la dimension de la presse de masse, qui fait de l'information générale. Il y a d'ailleurs tout un service qui peu à peu se crée avec une figure majeure qui accompagne le crime et qui, quelque part, a été générée par le crime avec la guerre. C'est le reporter. Le reporter est cette figure du journalisme qui accompagne le crime. Car le reporter enquête. Et enquêter, c'est le grand mouvement de cette époque. Alors là, je dois rendre hommage à 2 auteurs qui sont majeurs en la matière, si ça vous intéresse. Il y en a un qui s'appelle Dominique Khalifa, qui a écrit L'encre et le sang, l'histoire des détectives, extraordinaire livre. Si vous voulez comprendre justement la genèse du fait divers, le grand reportage, l'enquêteur, la figure de l'enquêteur, Khalifa est remarquable. Et là, cet homme est mort il y a quelques années. Et puis, il y a quelqu'un qu'on aimait beaucoup, qui s'appelle Christophe Deloire. Christophe a écrit sur le fait divers, sur l'histoire des détectives. Et lui aussi était très passionné par cette question. Et donc, ils rendent compte de cette constitution au fil des ans d'une hiérarchie du reportage. Il y a le grand reporter qui, lui, peut aller sur la guerre de Crimée et d'autres conflits de l'époque. Et puis, il y a le grand reporter, le reporter qui, lui, va sur le terrain des crimes. On va en voir un s'exprimer, qui s'appelle Escoffier. Il se cache derrière un pseudonyme pour signer les papiers du Petit Journal.
voyez que ce petit journal est une création de 1863, assez rapidement, pas tout de suite, mais justement avec le crime et ce qui accompagne le crime, à savoir le récit, la narration, il y a, on en parlait aussi, le feuilleton. Ah, le feuilleton! Énorme succès. Le feuilleton, c'est à la fois la figure du mal, Fantomas, et la figure de l'astuce, la figure de la déduction, de l'intelligence, de celui qui perce le mystère. C'est Rouletabille, Arsène Lupin, ou plutôt Isidore Beautrelet, le rival journaliste de Lupin. L'Aiguille creuse. Je vous invite à relire ça, c'est absolument génial. Et donc nous sommes à une époque où, encore une fois, le reporter est une figure essentielle, majeure du journalisme. Il est poussé en avant, on achète parce qu'il y a la signature du reporter qui a été magnifiée, y compris par Jules Verne dans Michel Strogoff, où effectivement le reporter joue un rôle considérable. Nous sommes un peu loin de cette époque, même si aujourd'hui la figure du reporter, je dirais, reprend une sorte de prépondérance avec ce domaine connexe, voisin, qui accompagne le drame des hommes, c'est la guerre. Et aujourd'hui, d'ailleurs, à l'époque, on s'interrogeait pour savoir s'il y avait un féminin reporter. Certains ont inventé le mot reporteresse, un peu long. Aujourd'hui, on parle de reporter-re, de reportrice. Et c'est remarquable de voir comment beaucoup de femmes sont maintenant sur ces terrains de guerre, en particulier sur le service public ou ailleurs. Donc, nous sommes dans un premier, sans jeu de mots et avec jeu de mots, ère de cette affaire qui concerne le fait divers, ère comme reporter, l'air que fait respirer le reporter, celui qui parle de son émotion, qui parle de sa recherche, du spectacle qu'il voit. Bien sûr, ce spectacle, il ne le voit pas toujours, il invente. Il invente des coupables. Et dans cette affaire, ça va être un scandale majeur. On se croirait dans le 10 ponts de Ligonnès à plein tube, si vous me permettez l'expression. C'est que nous avons un gros héritage en la matière. Et donc, ça marche. 5 millions de lecteurs, le plus fort tirage du monde entier. Vous voyez, ça, c'est venu après, début du XXe. Et vous avez un truc, là, c'est marqué « Directeur politique Marinoni ». Tu parles d'un directeur politique. En fait, c'est le type qui a inventé la machine, comment on appelle pour... Hein ? La rotative. Eh bien oui, il suffit de lui demander, il sait tout de suite. La rotative, Marinoni l'a vendue, ça s'est vendu à prix d'or. Tout le monde s'arrachait la rotative de Marinoni. Pourquoi ? Parce qu'il était capable de sortir 100, 200, 300, 500 000 exemplaires. Et là, vous voyez, on atteint des chiffres stupéfiants par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. On en rêverait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le numérique. Mais à l'époque, c'est le papier. C'est le papier qui n'est plus cette presse des débats, mais qui est la presse d'information générale. Et donc, l'information générale, c'est une construction, pour répondre à la question « qu'est-ce que c'est que ce fait divers ?» C'est une construction journalistique. C'est une construction culturelle, et nous allons en voir en quelque sorte les piliers. Le premier pilier, c'est donc le reporter. Le reporter, et on va voir qu'il se livre à quelque chose de très particulier qui s'appelle le récit.
la narration. Il vous raconte des histoires, parfois à tous les sens du terme. Alors, juste avant d'aller sur ce point, je vous montre brièvement le portrait du proprio, Millot, qui va vite être dépassé par Marinoni. Parce que Marinoni, c'est le nerf de la guerre, c'est lui qui conditionne le fait que ça sorte. Et en plus, le garçon a des idées, et puis il a de l'argent. Et donc, l'imprimeur va jouer son rôle dans l'affaire Trautmann. Et vous allez voir comment, si aujourd'hui un propriétaire de journal s'amusait à ça, je pense qu'il aurait fort à faire, à mon avis, Hervé Gaucho de l'Arcom. Tant pis, t'es là, je t'ai balancé. Marinoni, je vais vous le montrer. Il est là, il ressemble à mon grand-père. Il vient du même pays. C'était un as de la mécanique. Et il a été, en quelque sorte, ce qui a conditionné l'essor de la presse française et donc du fait divers, de la fortune du fait divers. Voilà l'homme qui a permis la publication à des centaines de milliers d'exemplaires, car, je vous le rappelle, les rotatives s'arrachent auprès des 5 à 6 grands journaux de l'époque. Alors, il y a le Petit Parisien, le Petit Journal, dont Barthès avait repris le nom comme ça par clin d'œil, le Journal, Excelsior, extraordinaire Excelsior. À partir de 1910, ce journal-là, la une, c'est 12 photos de news. 1910. Et donc, politique de photographie qui fait qu'un type que je connais un peu, qui s'appelle Albert, a été obligé de se mettre à la photo alors qu'il n'avait pas prévu ça du tout. Mais comme il quittait les journaux assez rapidement, pour des tas de raisons, et qu'il est arrivé à Excelsior, on lui a dit « Bon, maintenant, il faut prendre des photos, Albert. » Alors, c'est vrai qu'il avait fonctionné avec des photographes, il savait ce que c'était. Et c'est au large des côtes libanaises qu'il fera ses premières photos. C'est une autre histoire. Revenons à notre tuerie, à cet homme-là. Lui, c'est Monsieur Béranger. Monsieur Béranger est un homme de presse, mais aussi un homme politique. Et M. Béranger va considérer que, décidément, cette affaire Trautmann, que nous allons un peu découvrir, est un scandale qui vaut qu'on s'y arrête. Il vaut que la commission de déontologie, je dis ça en souriant, mais se réunisse. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire qu'en 1897, il va y avoir un débat national énorme sur le scandale Trautmann, sur le scandale de l'argent qui a été versé à la presse française pour les affaires du canal de Panama et de quelques autres, mais en particulier sur le problème du fait divers. Béranger va dire que c'est une honte. Il fait ça dans les colonnes d'une revue qui s'appelle la Revue Bleue. Et l'article va avoir un retentissement considérable. Avant, un sociologue, on pourrait appeler comme ça, lui porte un nom prédestiné en matière de faits divers, il s'appelle Fouillé. Alfred. Alfred Fouillé est un sociologue qui dit: je pense que la presse, à force de parler des crimes, suscite le crime. C'est vous qui créez les criminels. Et Dieu sait si on n'a pas beaucoup entendu ça plus tard
parlant d'un certain nombre de gens qui sortent de la route, d'être accusé d'en faire des vedettes, des stars. Et lui va encore beaucoup plus loin, il dit que c'est la presse qui provoque le crime. C'est elle qui fait que les jeunes ne lisent plus. Tiens. C'est elle qui fait que tout le monde a cette sensation de banalisation du mal. Tiens. Et il faut que l'ordre revienne, en particulier du côté des journalistes. Et vous allez voir que en 1897, le pays a vécu une crise comme jamais il n'en a vécu de défiance entre le public et la presse. Alors, on va rentrer un peu dans le dossier Troppmann. À Gallica, que je vous recommande évidemment, c'est le site de la BNF. Vous allez dans Gallica et vous écrivez le petit journal et ça y est, vous faites un bond en arrière, vous arrivez en 1869 et comme le lecteur de l'époque, vous allez découvrir l'horrible tragédie. L'horrible tragédie, elle est là, sous nos yeux. Quelle épouvantable phase d'aveuglement, de barbarie et de haine traversons-nous donc? Ça aussi, ça rappelle des choses en ce moment. Nous sommes devenus tous des barbares. Vrai ou faux, c'est autre chose. Quel mauvais génie pousse ainsi au mal les natures perverses. Dans ce Paris si fier de son intelligence, de ses splendeurs, de sa civilisation, il ne passe pas de jour où quelque attentat contre les personnes ne vienne affliger les consciences honnêtes. Mais le crime que nous avons à vous raconter aujourd'hui dépasse toute mesure et met le comble à l'horreur. Et donc vous voyez l'état d'esprit. Vous voyez le style, l'approche, le regard. Nous sommes d'emblée au fond de l'obscurité, au fond du mal. J'allais dire au bas fond, comme un des livres justement de Khalifa. Mais nous devons maîtriser notre émotion. Autre mot-clé en matière de faits divers, l'émotion. L'émotion, là, n'est pas maîtrisée pour un sou, c'est le cas de le dire, car le petit journal s'acquiert pour un sou. C'est la plus petite unité monétaire au fond de la poche qui permet enfin d'acquérir un journal. Et nous sommes avant la loi sur la liberté de la presse, 1881, et nous sommes avant l'obligation de l'enseignement de l'écriture et de la lecture, 1883. Là, on est en 1869. Mais déjà, les affaires fleurissent et dans les rues, on hurle une horrible tragédie. Il n'y a pas que le petit journal, mais le petit journal est en pointe. On doit donc maîtriser notre émotion, s'il vous plaît, maîtrisez-vous, et même nous efforcer de mettre quelque ordre dans notre récit. Les mots sont posés. C'est un reporter, on va voir, il va sur le terrain, il raconte, il produit donc un récit. Hier matin, cheminant au hasard, allant à l'aventure, suivant notre habitude, nous arrivâmes au grand marché de la Villette, où tout d'abord une rumeur d'indignation et de colère frappa nos oreilles. Qu'est-ce ? Qu'était-ce ? Des groupes nombreux étaient formés çà et là, et on y devisait avec une animation inaccoutumée.
On pénètre dans le fait divers par le qu'en dira-t-on, par la rumeur. Vous avez déjà vu ça, monsieur? Moi, j'ai jamais vu une histoire pareille, jamais. Et je suis le voisin, hein. Jamais j'ai vu ça. Ça vous rappelle des micro-trottoirs. La rumeur est là. Elle est incarnée aujourd'hui par monsieur ou madame. Et là, elle est incarnée par le reporter lui-même qui l'entend. Nous approchâmes d'un de ces groupes et nous ne pouvions croire à ce qui se disait, tant c'était hideux. « Ah, vous n'y voulez pas croire, vous non plus, me dit un brave homme que j'ai interrogé. » Forcément brave. J'étais comme vous, je ne pouvais pas ajouter foi à de telles abominations, mais je crois maintenant parce que j'ai vu, et jamais je n'oublierai cela, dussé-je vivre 100 ans. J'ai jamais vu ça. Donc, le creuset de l'histoire, c'est la rumeur, le fait d'aller sur le terrain. Et en matière d'aller sur le terrain, dans cette hiérarchie des reporters, il y a effectivement les petits reporters qui vont sur le terrain. À cette époque, ils font le tour des commissariats, ils font le tour des préfectures. On les appelle des préfecturiers, des tournants, des lignistes, car ils sont payés à la ligne. Payés à la ligne. Au montage, il faudra enlever. Troppmann, jour 2. On a l'impression d'être à la messe. Il serait inutile de se livrer à des conjectures plus ou moins hasardées sur les réseaux de ce sextuple assassinat. De fait, l'homme, Escoffier, qui signe sous le nom de Grimm, a raconté qu'on avait trouvé 6 corps. Et on saura quels motifs ont pu inspirer un crime si horrible. On est encore dans le constat de l'horreur massive. Un crime si horrible qui, nous le croyons, est sans précédent. Quelle haine farouche ou quel monstrueux intérêt ont pu armer le bras de l'assassin. L'imagination a peine à se représenter l'accomplissement d'un pareil forfait. Pauvres mères, pauvres enfants, les plus jeunes n'ont dû opposer aucune résistance, on suppose. On suggère la scène. On se la dessine dans sa tête et on la dessine à la une. Déplacement. Et je vais vous passer ça, voilà ce qu'on voyait. Le petit journal, une fermière attaquée par des bohémiennes en plus, vous vous rendez compte? L'accident de Marie Leroy, regardez, tiens Marie. Passez donc ça et vous serez un peu plus dans l'atmosphère de l'époque. Vous verrez, vous lirez l'horreur. L'horreur au quotidien. Ça, c'est le supplément du week-end. Vous en avez un petit peu plus pour le week-end. Ah, quelle horrible chose que le crime. Aimons-nous les uns les autres. Tendons-nous les mains fraternelles et dès qu'un mauvais sentiment se fait jour en nous, arrachons-le sans pitié comme on arrache du milieu des blés la mauvaise herbe, signé Thomas Grimm. Vous voyez la grandiloquence, le style de l'époque, l'interpellation morale. Il y a le bien, il y a le mal, et là, il y a quelque chose de diabolique qui a été franchi. C'est pas possible de rester comme ça. Alors, il faut que les événements se précipitent, et moi aussi. Ça, c'est à nouveau l'horrible tragédie. Pas de redite, s'il vous plaît. Nous sommes toujours sur le jour 2, le jour 3.
Le jour 3 est le jour de Marinoni. Et qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Ah ben, voilà la réponse. Jamais crime n'a excité à ce point l'émotion et la curiosité. Tout autre événement passe inaperçu. On peut dire à Paris, comme dans toute la France, on ne s'occupe pas d'autre chose. Les moindres informations, les plus minutieux détails de l'instruction judiciaire sont aussitôt connus, propagés. Bonjour la présomption d'innocence. Propagés de bouche en bouche et servent d'aliment à l'anxiété générale. La France a peur. Les journaux sont enlevés, disputés. À mesure qu'ils paraissent, on les lit à haute voix dans la rue, dans les voitures publiques, dans les ateliers, dans les magasins, dans les familles. Pour ne citer à l'appui de cette appréciation que le témoignage qui nous est personnel, nous dirons le chiffre exact du tirage du petit journal dans la journée d'hier. Il a été vendu 357 000 exemplaires de ce numéro. Les demandes s'élèvent à 400 000 pour aujourd'hui. C'est génial. Et donc c'est signé, certifié conforme, l'imprimeur du petit journal. C'est un autre nom que Marinoni, mais c'est Marinoni qui est là et qui parle de sa satisfaction. Ah, l'audimat est d'enfer. Passons à Troppmann, jour 5. Eh bien voilà, la police a été rapide et on arrête des personnes. Enfin, on commence à pouvoir un peu respirer. Ainsi que j'en manifestais hier l'espoir en terminant mon article, je puis vous annoncer aujourd'hui une arrestation décisive. Il n'est pas un de nos lecteurs qui n'ait vu une fois au moins la gravure du magnifique tableau de Proudhon qui représente en trait, si émouvant, la justice poursuivant le crime. Cette allégorie palpitante de vérité donne bien l'idée de la justice divine dont l'œil et le bras ne laissent aux coupables aucun lieu où se réfugier, hors de leur portée aucune hausse, aucune chance d'échapper au châtiment mérité. Bref, on a arrêté quelqu'un. Et, manque de peau, Escoffier dit « c'est le frère aîné qui a fait le coup ». Et il l'a fait sur l'instigation du père. Sauf qu'on va retrouver les deux corps en question quelques jours plus tard. Bonjour. Une dépêche du Havre, c'est ici, sur la droite, adressée à Rouen, annonce l'arrestation non seulement du père Quinque, mais du jeune Quinque, c'est derrière là, mais encore de son père. Et donc, ce sont des fausses nouvelles. On incrimine ceux qui sont à 6 pieds sous terre. Et ça va durer pendant plusieurs jours. On va élaborer des scénarios pour savoir comment, effectivement, n'y tenant plus, le père de famille et ce fils ont tué tout le reste de la famille. Invraisemblable. Et pourtant, le scénario va durer pendant quelque temps. Troppmann, jour 6. C'est par ces deux mots « nouvelles complications » que commençait une dépêche qui nous était transmise hier matin du Havre. Vous vous souvenez? Celle qui annonce que c'est les Quinques. C'était plutôt un pressentiment de notre correspondant qu'une réalité. Il a mal pressenti. Aujourd'hui, l'arrestation du nommé Troppmann, qu'on écrit AU, et ça va devenir O, de paix, au Havre a été la lumière au milieu, la lumière
au milieu de tous les mystères qui rendaient cette horrible affaire si ténébreuse. On peut écrire difficilement plus... Pas mal, hein? Donc ça y est, on a arrêté Troppmann. Il est identifié et au jour 7, nouvel article qui vante la publication. Cette fois, nous sommes à 405 950 exemplaires. Plus de 50 dépêches de département faisaient des demandes supplémentaires, mais malgré toute notre bonne volonté et la rapidité de nos puissantes machines, il a été impossible de satisfaire nos correspondants. On n'arrive plus à livrer. Nous les prions de nous excuser, à l'impossible, nul n'est tenu. Ils doivent comprendre que nous sommes obligés de retarder le tirage jusqu'à la dernière limite pour donner les renseignements les plus exacts, les plus circonstanciés, et que le temps nécessaire au tirage se trouve diminué d'autant. Eh oui. Donc, le reporter, le récit, l'histoire, le tirage, l'argent, tout cela compte effectivement dans l'élaboration du fait divers. Hervé Gaucho s'en va, mais je ne lui en veux pas. Et nous allons vers le procès. C'est l'autre phase importante du fait divers. Et Dieu sait si en ce moment, nos journaux télévisés sont les journaux des procès. Le procès de Mazan, le procès de ce médecin violeur d'enfants, le procès de tas d'autres sujets, pardon, ils ne me viennent plus à l'esprit, mais vous les connaissez. Le compte-rendu judiciaire, le journal du débat judiciaire, c'est là qu'est né l'ancêtre de la catégorie faits divers, dans une publication de justice. Et d'ailleurs, Milot a été Milot, le propriétaire du petit journal, a été le propriétaire du journal des débats du Palais. Ce n'est pas l'intitulé exact, mais c'est à peu près ça, avant de devenir le propriétaire du petit journal. Il y a donc une connexion. J'ai essayé d'agencer mes phrases et de souder ensemble mes idées. Une force invisible semblait me ramener malgré moi vers une préoccupation à laquelle je ne pouvais me soustraire. C'était comme une obsession qui me dominait et dont je n'étais pas maître. Une figure revenait se placer entre l'article commencé et moi, la figure de Troppmann, le condamné d'hier. Le fait divers, c'est aussi l'occasion d'entrer dans la sphère intime du journaliste, reporter. Comment vit-il tout ça? Car son tourment, c'est le nôtre. La figure de l'assassin, c'est celle qui nous fait peur, qui nous visite dans chaque foyer. Et c'est en ce sens qu'il y a une proximité entre cette publication de l'intimité des sentiments et le lecteur. Troppmann, le 18 janvier, retard de l'exécution. Troppmann s'est comporté pendant tout le procès, dont je vous faisais grâce, c'est le cas de le dire pour un procès, sans aucun état d'âme, sans affect, rien. Il est jeune, il a 24-25 ans, et il ne laisse rien apparaître de son tourment, sauf le jour où on va le mener vers la guillotine. Et là, il va résister de telle manière que
il arrache les sangles, il arrive à semer le trouble dans l'équipe qui doit l'exécuter, le bourreau, et on remet l'exécution à plus tard. Vous imaginez l'effet mécanique supplémentaire dans la description de l'horreur et dans la valorisation, si on peut parler comme ça, du récit. Voilà un énième épisode magique pour celui qui adore raconter toutes ces choses, en l'occurrence Escoffier et tous ses amis. Trautmann a donc été condamné à mort le 30 décembre. Dès le lendemain, il avait formé un recours en cassation rejeté le 13 janvier. Le recours en grâce n'a pas été accueilli et l'arrêt prononcé vient de recevoir son exécution ce matin à 7 heures. Le crime était trop monstrueux. La mesure était comble. La justice devait avoir son cours. Un scélérat compte pour rien, un châtiment tant qu'il conserve une espérance. Ce qu'il redoute le plus, ou pour mieux parler, tout ce qu'il redoute, c'est la mort. Soyez-en bien certains, oui, la mort, enlevez-lui cette crainte, il n'en aura plus aucune. Il faut donc que le coupable expie ce crime, ces crimes. Mais à côté de cette terrible nécessité, ce que je n'admets pas, c'est cette avidité inique et cruelle qui amène à chaque exécution au pied de l'échafaud une population bruyante, pour ne pas dire indécente. La peine prononcée, laissons s'accomplir l'affreux de châtiment en respectant par un morne silence les derniers instants du condamné. Voilà que le journaliste qui en a fait quelques tonnes se plaint de l'enthousiasme du lecteur devant l'exécution. Faut le faire. Cette affaire Trautmann a donc provoqué, quelques années plus tard, une onde de choc après d'autres faits divers comme ceux que vous voyez là. Et la Revue Bleue a mis en joue les journalistes, les plus grands, Zola, y compris l'affreux, l'homme très contre Dreyfus, Drault, Drummond, et tant d'autres. Ils ont été sommés de s'expliquer car la Revue Bleue a lancé un questionnaire sur la responsabilité des journalistes. Ce questionnaire a été repris dans toute la presse française, toute. Il a fallu 4 numéros entiers de la Revue Bleue pour publier les réponses. Et chacun y est allé de sa conception du métier. Donc je vous laisse là aussi regarder dans Gallica, Revue Bleue, Alfred Fouillé, Béranger, et vous trouverez ces réponses. C'est extraordinaire. C'est une réserve magnifique de propos que nous connaissons aujourd'hui parce que 100 fois répétés, mais là nous sommes à l'origine. C'est le premier sondage, en quelque sorte, des assises du journalisme de l'époque. Eh oui, quelqu'un les a interpellés, dont on pense ce qu'on veut, mais l'interpellation a eu lieu. Et donc, les choses se sont encore aggravées avec une guerre, le cousin de la matière, du crime, avec 14-18. Là, les tueries ont été nombreuses. Parfois, il y a la rubrique faits divers qui perdure, mais évidemment, la guerre écrase tout.
Et les journalistes, là, ont carrément inventé beaucoup de choses, y compris le fait que les armes allemandes n'étaient que de la camelote. L'intransigeance est rendue célèbre avec un article pour dire que les militaires français recevaient des balles à travers le corps qui ne déchiraient rien. Que les convois où on voyait les militaires avec des bandages et du sang étaient en fait pour rire. Et donc, effectivement, quand les militaires lisaient cela au fond de leurs tranchées, et les familles, ça a provoqué chez eux un mouvement de répulsion. Après la colère, il y a eu la répulsion. Et la France, les Français, ont inventé une presse des tranchées, une contre-presse, une presse alternative. Parce que là, la confiance, il n'y en avait vraiment plus. On se moque de nous, on nous méprise, on nie nos souffrances. Et à terme, c'est ce qui a donné en 1918 une première charte. Parce qu'il était plus que temps de tenter de récupérer un peu de considération. Et donc la première charte éthique et déontologique de 1918 est la résultante de ces grands mouvements d'écœurement. Et j'accélère avec ces quelques phrases. Arrivé dans les années 60 et 70, pas 1800, 1900, le régime a commencé à changer le régime d'exposition des choses, la manière de dire ces choses. Le serial killer est devenu une catégorie de réflexion en soi, pas, Monsieur Troppmann, le serial killer. La question qu'il pose à la société, c'est une grande question. Qu'allons-nous faire? Comment les repérer? Qui sont-ils? Quel traitement leur réserver? Et on commence à envisager, non pas le crime, dans cette troisième dimension originelle qui est la rupture. Le reporter, le récit, mais la clé de voûte, c'est la rupture. La rupture, c'est une famille est vivante et après avoir rencontré Troppmann, tout le monde est mort. Terrible rupture. C'est la définition de l'événement. Une rupture dans l'ordre des choses, constatée par le reporter, mise en récit, racontée. Ça, c'est en quelque sorte la base originelle qui constitue le fait divers. Mais le fait divers va changer de nature. Et c'est bien pour ça que nous sommes réunis, parce qu'il secoue la société française. Et le mot est celui-là, il devient fait de société. Mais par quel miracle? Parce qu'il ne s'agit plus d'envisager la rupture, mais la répétition, la série. Aujourd'hui, le fait divers se lie par rapport à d'autres faits divers comparables, adjacents, un peu semblables, voire identiques. Et des grandes catégories naissent pour qualifier la série. La série est d'ailleurs évoquée dans la statistique qui mesure la série. L'ampleur du problème est quantifiée. Une série, une statistique, pour ce qui n'est plus un reportage, il n'y a plus d'histoire, on ne raconte plus d'histoire, il n'y a plus de narration, il n'y a pas de récit, il y a l'exposé du grand problème. Et cela s'appelle avec un mot tout simple, c'est un sujet. Le mot est un peu anglo-saxon, nous avons un sujet, toi et moi. Nous avons un sujet dans cette société. Les serial killers, le féminicide,
le harcèlement. Tant de grands sujets, tant de séries, tant de souffrances, mais analysées dans leur ampleur politique. Et le terrain n'est plus le lieu de prédilection du constat de la question posée, du sujet. C'est dans le studio que cela se passe, dans le débat, dans les points de vue, dans l'échange d'expériences, dans la confrontation. Que faisons-nous par rapport à tel ou tel dossier lourd de la société française? Le parti politique a son option, le magistrat a son option, l'avocat a son option, et les journalistes aussi. Ils sont les spécialistes de tel ou tel domaine, voire de l'ensemble même du domaine de société. D'ailleurs, il s'est passé quelque chose de fondamental dans les rédactions. Les services d'information générale ont disparu. Il y a maintenant des services société, avec des spécialistes police-justice, mais aussi d'autres qui sont là et qui chacun ont leur domaine. On voit donc que le fait divers est une construction par le journalisme. Au même moment, en 1897, c'est donc la date de ce cri porté par la Revue Bleue, la date historique de la défiance entre journalisme et public. À la même année, aux États-Unis, il y a un énorme débat entre trois grands journaux. Il y a le New York Times, il y a le World Journal et le Journal. Il y en a même un quatrième, il y a Pulitzer, Oaks et un certain nombre d'autres grands propriétaires, dont Hearst. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que les Américains ont donné un nom à la fabrication des infos qui s'appelle le yellow journalisme, qui a été très critiqué et qui a été jusqu'à pousser à inventer une guerre. Hearst ayant dit, il paraît que la citation est apocryphe, « Faites du bruit et moi, je vous fournirai une guerre. » Et cette guerre, c'est la guerre entre l'Espagne et les États-Unis à propos de Cuba. Ces débats-là marquent puissamment la presse américaine. Et aujourd'hui encore, il y a des suites de ce grand débat. Je fais attention parce que dans la salle, il y en a qui connaissent bien le sujet, et bien mieux que moi. Mais tout ceci pour dire que dans chacun des pays, ce moment est un moment crucial. Un moment d'élaboration précise du rapport au public, du rapport à ce que nous disons, j'allais oser dire du rapport à la vérité. Il y a une chose qui rend fortement en colère, c'est que ces éléments sont méconnus. Ils ne font pas partie de la culture journalistique, ils ne font pas partie de la culture citoyenne. Nous avons des questions que Jérôme pose depuis tant d'années aux assises sur la crédibilité, le rapport de confiance, mais nous avons toute une histoire là-dessus, considérable, de crise, d'implication, d'engagement, du rôle politique des journalistes, politiques au sens large, vous l'avez compris. Cette méconnaissance est rare à ce point.
D'autant, j'ose le dire, de la part de gens qui ne cessent de dire qu'ils remettent toujours tout en perspective. La guerre d'Ukraine, nous allons la remettre en perspective, dans son contexte. Les positions politiques de Trump, nous allons les remettre en perspective. L'isolationnisme et tant d'autres questions. Mais notre culture, nous sommes en grand déficit. Cette méconnaissance nous affaiblit par rapport aux coûts portés par Dieu sait quel grand prêtre du numérique et de son industrie. Méconnaître notre histoire, c'est un handicap. Je n'ai pas à jouer les pères, la morale ou quoi que ce soit, c'est juste un constat. Si nous répondons que le journalisme est là pour les faits, mais comment les produisons-nous? Et le fait divers est un magnifique laboratoire pour comprendre comment on produit les faits. Avec quel degré d'exigence et de ce qu'on appelle la rigueur. Je vous prie de m'excuser d'avoir été comme ça aussi grave en fin de parcours, mais en tout cas, je vous remercie infiniment pour votre attention. Je ne sais pas si on a le temps pour une ou deux questions. Ouais. Moi, je me demandais, quand vous parlez de la propagande qui a été faite pendant la guerre de 14, oui. de la résistance qui s'est opposée face à ça, est-ce que Oui. vous pouvez dire dans la tête des gens que c'était politique Pas forcément, non. Ce qui était clair, c'était le mensonge, c'était l'aberration, le ridicule, le grotesque. Mais que ce soit politique... non, politique au sens très précis du terme, bien sûr, c'était perçu comme favorisant l'armée française et que certains qui avaient été largement, comme Clémenceau, pour l'ouverture de la presse, tout à coup étaient terriblement répressifs, ou en tout cas ne supportaient pas qu'on aille plus loin dans l'exposé des faits. Mais non, il n'y avait pas ce constat. Oui, monsieur. C'est une question entre ce que vous avez dit à la fin. Oui. Mais que faites-vous de ce qui s'est passé entre Michel Apathy? Oui. Eh bien, je suis accablé par, je le disais à un ami ce midi, par la violence polémique. Au-delà du côté écrasant de ce que nous entendons chaque jour de Trump et de tant d'autres choses, je suis effaré que le monde journalistique se déchire. Et donc, moi, je n'ai qu'une seule réponse, c'est allons voir les historiens, travaillons avec eux, vérifions ce qui se dit, toujours en revenir à cette recherche-là. Si je dis, mais oui, bien sûr qu'Apathy a raison, mais c'est incroyable, et là. Et ça y est, nous allons commencer à voir se fissurer l'amphi. Vous allez partir là, d'autres vont partir ici. Avec un jeu de mots épouvantable, je dirais que nous en pâtissons grave. Et vous savez, Jérôme en parlait, j'ai travaillé un peu pour une émission qui s'appelait Pièces à conviction. Nous avons reçu le général Ossarès. Regardez ce que nous avons fait sur l'Algérie, on l'a fait, on a commencé. Il y a tant d'autres choses encore à faire. Eh bien, au travail. Moi, c'est la seule réponse que je puisse faire. Oui, monsieur. Il
Juste une information, dans le cadre des assises au Cinéma Studio, le Cinéma National Populaire présente une instrumentalisation des faits divers, notamment par l'extrême droite, à partir de 19h30. Très bien. Essayons d'apporter l'aspect dont vous parlez des faits divers. Oui. Comment on transforme les faits politiques en faits divers. En faits divers. Ne prenons pour exemple les Gilets jaunes, on n'a pas du tout parlé, ou pratiquement pas, dans les manifestations, dans les grèves, on parle des effets que ça a, donc qui est incident, donc on peut assimiler un fait divers, et pas du tout aux raisons profondes. J'entends. Mais d'ailleurs, il y a une bonne nouvelle, puisque j'ai entendu ce matin avant de venir que enfin les cahiers de doléances étaient accessibles. Incroyable. Incroyable. Donc voilà un matériau de recherche de films absolument extraordinaire. Et j'entends. Le mot sécurité fait partie du lexique déjà de cette époque. Il faut savoir. Et donc, moi, j'étais surpris de découvrir ces catégories-là que je croyais modernes. Et en fait, non, Escoffier peut écrire sécurité et d'autres de ses confrères. Mais juste un dernier mot, si vous voulez. Je trouve qu'il y a un plaisir puissant à aller regarder l'archive dans ce qu'elle est, d'en peser les mots, d'aller dans son récit, de façon à être un peu dans l'état d'esprit du lecteur de l'époque. Et pour finir, je vous renvoie en 1639, peut-être pas, vérifiez, le premier numéro de la Gazette de Renaudot. Lisez le premier numéro. La préface se finit par je ne laisserai jamais quiconque atteindre la vérité de ce que je raconte. Nous sommes au XVIIe siècle. Et regardez la manière dont Renaudot parle et s'adresse au roi. Et évidemment, il ne suivra pas du tout l'engagement qu'il prend à l'égard de ses lecteurs. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Et quand il y a un F, sachez que c'est un S et après vous lisez sans problème. Voilà. Mais ne pas s'en remettre à un travail, de survol. Déguster les textes de l'époque. Entrer dans ce qu'est cette humeur. C'est un grand voyage et c'est vraiment tout à fait plaisant et passionnant. Encore merci. Merci encore Hervé, vous avez dit que c'était un conteur. Je voulais vous préciser également, parce que vous ne l'avez peut-être pas vu, que Hervé faisait référence aux expos de la BNF et de Gallica, qui est notre partenaire. Il y a un étage au-dessus, donc une expo sur les unes presse de faits divers. Vous verrez qu'elle est tout à fait saisissante. Moi, en tout cas, j'ai été saisi notamment du rapport au corps. Il y a notamment après que la lame qu'évoquait Hervé étranger, on voit dans une de journal les quatre têtes des suppliciés. Enfin, vous verrez là ce que tu évoquais. Et il y avait notamment il y a 2 ans donc ces fameux textes que tu avais sélectionnés d'ailleurs sur la guerre de 14. Donc vous avez à chaque fois cette rétrospective historique dans les expos de la BNF Gallica, que j'en profite pour remercier ici. Vous dire que dans 5-10 minutes, nous, dans cette même pièce, dans cette même auditorium, nous allons, avec Bruce Toussaint, qui est le président du jury, remettre les prix 2025 de l'éducation aux médias et à l'information. Donc, ceux qui sont intéressés, c'est donc dans une dizaine de minutes. Et donc, dans une dizaine de minutes, dans cette même auditorium, nous vous attendons pour ceux qui sont intéressés pour voir qu'ils seront les lauréats, les 5 lauréats
ou lauréate des prix éducation aux médias et à l'information de l'année 2025. Merci.